Donc Marina, donc là cette fois-ci on va faire les choses bien, donc je vais te demander de te présenter et puis là on va aborder un sujet qui est la recherche fondamentale. Donc on avait prévu en fait que ce soit Jean et puis donc du coup Marina tu vas t'y coller, la différence entre recherche fondamentale, recherche clinique, recherche translationnelle pour donner quand même quelques définitions et puis nous parler d'épidémiologie. Alors, donc, bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, je suis Marina Gvaskov, chercheuse en épidémiologie à l'INSERM et je dirige un groupe de recherche sur l'épidémiologie de la santé gynécologique au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à Villejuif. Et donc, pour vous parler un petit peu des différents types de recherche, donc on distingue la recherche fondamentale qui répond vraiment à des questions fondamentales, basiques sur une question, et qui inclut la recherche en biologie, en sciences expérimentales, en immunologie, donc toutes sortes de sciences, y compris l'épidémiologie et la sociologie d'ailleurs, les sciences humaines en font partie, de la recherche appliquée. Et donc dans la recherche appliquée, donc c'est ce qui a une application directe, et on distingue là la recherche clinique, la recherche en biotechnologie, et puis je me souviens plus, mais il me semble que c'est la recherche sur le médicament également. Et la recherche translationnelle, c'est la recherche qui peut s'appliquer directement, qui peut être traduite de la recherche vers, en gros, une application clinique. Et donc, voilà. Et donc, pour vous parler un petit peu d'épidémiologie, donc l'épidémiologie, c'est la science qui étudie la répartition des problèmes de santé au niveau des populations. Donc, c'est la science qui permet, par exemple, de décrire la prévalence d'une maladie, c'est-à-dire combien de pourcentage d'une population est touchée par une pathologie ou un événement de santé. Et puis, c'est la science qui permet aussi de déterminer quels sont les facteurs de risque d'une pathologie. Donc, dans l'épidémiologie de l'endométriose, en fait, on a assez peu d'informations, assez peu de connaissances. Donc, on dit généralement que l'endométriose touche 10% des femmes entre l'âge des premières règles et l'âge de la ménopause. Mais finalement, c'est un chiffre assez grossier, c'est une estimation qui est faite à partir de l'estimation de la prévalence des symptômes au niveau de la population et de l'infertilité. Puisque l'endométriose concerne l'infertilité. Enfin, l'infertilité touche environ un tiers des patientes atteintes d'endométriose. Et donc voilà, alors attends, j'ai perdu le fil. 10%, donc d'ailleurs on dit souvent voilà. 10 à 20, on dit 7 à 10 ans de retard de diagnostic, on voit bien qu'on est sur des fourchettes et effectivement qu'on a besoin d'en savoir un peu plus là-dessus. Oui, tout à fait. Donc c'est une estimation extrêmement grossière et au niveau des facteurs de risque, on a assez peu d'informations aussi finalement. Donc on suspecte qu'il y a plusieurs causes de la pathologie, donc des causes génétiques et on sait que la moitié des cas seraient d'origine génétique, donc l'autre moitié d'origine environnementale. Des causes environnementales aussi, donc avec l'inflammation, donc une réponse aberrante du système immunitaire et puis aussi donc l'application de polluants chimiques. Mais finalement, au niveau épidémiologique, les seules choses qui ont été déterminées comme facteurs de risque, donc comme marqueurs de risque plutôt, c'est tout ce qui est associé à une exposition plus importante aux menstruations. Donc le fait d'avoir eu un âge aux premières règles plus précoce, le fait d'avoir des cycles menstruels qui sont plus courts, et donc les règles reviennent plus souvent, et puis aussi le fait d'avoir un indice de masse corporelle plus élevé, donc qui est associé à des taux hormonaux plus particuliers, et puis aussi un faible poids de naissance. Mais hormis ça, finalement, on a très peu d'informations sur des facteurs de risque modifiables qui pourraient permettre d'aboutir à une prévention. Et vraiment, l'objectif de l'épidémiologie, c'est vraiment la traduction en message de prévention pour pouvoir prévenir une maladie dans une population donnée. Et donc dans ce contexte-là, dans ce tableau, donc c'est là que a émergé le programme EpiEndo. Donc EpiEndo, c'est le programme ciblé du PEPR Santé des femmes, santé des couples que vient de vous décrire Jean. Et donc ce programme, il vise à mieux comprendre l'épidémiologie de l'endométriose en France. Donc pour ça, donc c'est un programme qui couvre 6 cohortes en population. Parce qu'une chose que je ne vous ai pas dite encore, c'est que comment on travaille en épidémiologie. Donc on ne travaille pas du tout dans un laboratoire avec des pipettes, dans ce qu'on appelle
un dry lab, on travaille dans un wet, on travaille pas du tout dans un wet lab, on travaille dans un dry lab, donc on est dans des bureaux, on travaille sur nos ordinateurs, et on travaille sur des grandes bases de données et sur la base de données de population. Et donc il y a deux grands types d'enquêtes, on va dire, donc des cohortes en population et des cohortes de patientes. Et ce programme EpiEndo, il se focalise sur 6 cohortes en population. Les cohortes en population, ce sont des groupes de personnes, comme vous et moi, qui ont décidé à un moment donné, qui ont accepté de contribuer à de la recherche et d'être suivis au cours du temps par questionnaire. Et donc en France, il y a 6 grandes cohortes, 3 chez l'adulte, donc les cohortes Constance, E3N Génération et Nutrinet Santé, et 3 cohortes mère-enfant, donc qui sont les cohortes ELF, Eden et Pélagie. Les cohortes mère-enfant, ce sont des grandes études, des grands projets de recherche qui ont suivi des femmes enceintes et qui ont suivi la santé du nouveau-né au cours de la vie. Et donc ces 3 cohortes mère-enfant, elles ont suivi ces enfants jusqu'à l'âge de 15 à 20 ans. Donc on a des informations très précises sur l'environnement, puisque des données biologiques ont été collectées, mais aussi des données sur l'alimentation de la mère pendant la grossesse, l'environnement des enfants, donc durant l'enfance et l'adolescence. Et puis on va collecter, grâce à ce projet, des données sur les symptômes et sur le diagnostic de la maladie. Au niveau des cohortes chez l'adulte, donc la cohorte Constance est une cohorte qui est représentative de la population générale affiliée au régime général de la sécurité sociale. La cohorte E3N Génération, c'est une cohorte qui porte sur 3 générations de femmes, donc avec un aspect transgénérationnel. Et puis la cohorte Nutrinet Santé, c'est une cohorte qui est centrée sur la nutrition et ses effets sur la santé. Et donc chacune de ces cohortes, donc les cohortes chez l'adulte inclut environ 100 000 femmes et les cohortes mère-enfant incluent plusieurs milliers de jeunes filles et de jeunes femmes. Et donc dans cette population constituée par ces 6 grandes cohortes, on va étudier 3 grands thèmes. Donc tout d'abord l'épidémiologie descriptive de la maladie pour essayer de préciser ces chiffres de la pathologie, et puis les facteurs de risque environnementaux et génétiques. Et donc pour ça, donc pour ce qui est de l'épidémiologie descriptive, donc on va en fait collecter des données sur l'endométriose de manière très précise dans ces 6 cohortes, sur les symptômes et sur la pathologie en elle-même, que l'on va valider donc pour extraire des données sur la localisation des lésions, sur le type et le stade de la maladie. Et puis on va ensuite collecter des données également sur les symptômes. Et ça, je crois que j'ai déjà dit. Et donc, au niveau de l'épidémiologie descriptive, ce qu'on va venir faire, donc, c'est avoir ces données de questionnaire qui vont nous permettre de regarder d'un point de vue global quelle est la prévalence et comment varie le nombre de cas au cours du temps dans ces populations. Et on va aussi réaliser une étude d'imagerie pour nous permettre de mieux comprendre et de caractériser la prévalence de la maladie dans une population de femmes a priori non atteintes. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui a montré que dans une population de femmes témoins, donc normalement des femmes qui étaient là pour servir de groupe témoin à un groupe de cas d'endométriose, il y avait 11% des femmes qui, lorsqu'elles réalisaient une imagerie pelvienne, avaient finalement le diagnostic d'endométriose. Et donc là, ça s'est été fait sur une centaine de femmes, de manière assez peu détaillée finalement. Et donc là, ce qu'on voudrait faire, c'est étudier ça sur une population de 1000 femmes dans la cohorte Constance, donc 1000 femmes qui n'ont a priori pas d'endométriose, et regarder, donc faire une IRM pelvienne chez ces volontaires pour pouvoir déterminer combien de femmes qui ont des symptômes ou non, qui sont atteintes d'infertilité ou non, ont des signes radiologiques d'endométriose. Et puis ensuite, au niveau environnemental et génétique, c'est vraiment utiliser toute la richesse de ces cohortes qui sont vraiment des grandes infrastructures de recherche au niveau national pour vraiment maximiser tout l'effort de recherche qu'on peut faire sur l'endométriose. Donc en fait, c'est une mine d'or. Ces cohortes. Je pense qu'il faut toujours avoir en tête que l'endométriose, c'est une pathologie qui est, extrêmement complexe et très diverse finalement, et hétérogène.
Et dès lors, et c'est la complexité, la difficulté de la recherche sur cette pathologie, c'est qu'en fait, on doit aller chercher des grands nombres à chaque fois de personnes, en l'occurrence la patiente, mais des femmes qui ne sont pas atteintes, pour comprendre mieux la pathologie, en fait. Donc, je crois que c'est d'ailleurs, au monde, en fait, on sera les premiers à avoir autant de cohortes, finalement, à travailler sur l'endométriose en France. Ça faisait partie des grandes priorités quand on a travaillé la stratégie nationale, c'était effectivement d'investir sur l'épidémiologie pour vraiment mieux comprendre. Oui, tout à fait. Alors au départ, c'était censé être la première étude qui allait aussi avoir des données aussi détaillées sur la pathologie, mais depuis, l'Australie a créé un registre de l'endométriose qui est super d'ailleurs. Ils étaient un peu en avance. Ils nous a volé encore la vedette, voilà, une deuxième fois. Mais ce qui va être vraiment très très bien, c'est que grâce à ce registre de patientes opérées, en fait, toutes les études qui vont être réalisées en Australie vont pouvoir faire une liaison des cohortes avec ce registre. Mais sinon, ça va être en tout cas la plus grande étude en Europe avec autant de données détaillées et de données aussi sur les facteurs de risque de la maladie. Juste pour finir, peut-être Marina, tu nous dis, ça fera le lien avec l'intervention de Véronique, tu nous parles un peu de Compare aussi et de l'importance, parce que je sais que tu passes toujours des appels sur Compare, mais c'est important que les patientes aussi, encore une fois, contribuent à la recherche. Et donc Compare, c'est sur les patientes, c'est une cohorte sur les patientes, mais peut-être dire où on en est et le futur aussi de Compare. Oui, tout à fait. Donc on travaille beaucoup sur ces cohortes en population que je vous ai décrites, mais aussi une cohorte de patientes qu'on appelle Compare endométriose. Donc Compare, c'est pour la communauté de patients pour la recherche. C'est une cohorte, donc une plateforme de recherche participative qui porte au départ sur les maladies chroniques, quelles qu'elles soient. Donc Compare comprend environ 60 000 patients atteints de maladies chroniques. Et dans cette cohorte-là, environ 10 000 patientes sont atteintes d'endométriose et ou d'adénomiose. Et donc sont suivis depuis 2018 pour essayer de mieux comprendre la maladie, de mieux caractériser ses facteurs de progression et puis pour documenter le vécu des patientes. Et donc actuellement, Compare endométriose, c'est une équipe de 3 chercheurs postdoctorants, 3 doctorants, un ingénieur d'études et une interne en médecine qui travaillons sur ces données avec des personnes qui travaillent de manière régulière pour essayer de comprendre différentes choses. Donc on a différents projets en cours. On travaille notamment sur donc il y a une étude qui a été publiée qui s'appelle l'étude Baguette Magique, donc pour laquelle on a demandé à 1000 patientes de nous dire ce qu'elles changeraient dans leur prise en charge si elles avaient une baguette magique. Et donc les 2500 suggestions ont donné lieu à 14 thèmes que nous avons regroupés. Et les 3 premiers étaient tout d'abord d'améliorer la connaissance et la reconnaissance de la maladie par les soignants, de mettre fin aux violences médicales et d'améliorer les soins spécifiques à l'endométriose. On a réalisé aussi différentes études, donc une étude sur le délai de diagnostic qui a été portée par Zélia Breton, qui est ici, qui montre qu'il y a un délai de diagnostic de 10 ans en moyenne dans cette population et qui étudie quels sont les facteurs associés à ce délai. Une étude aussi sur les facteurs associés à l'anxiété, la dépression chez les patientes. Une étude sur les profils de comorbidité aussi, donc réalisée par le docteur Najim Okraoui, qui est ici présent. Et puis aussi d'autres études en cours, donc une étude sur les liens entre polluants organiques persistants et sévérité de la maladie, donc sur laquelle va travailler également le docteur Sabine Audin, qui est là aussi. Et puis voilà, donc différentes études. Et donc là où on en est, c'est qu'on a 10 000 patientes suivies, 7 700 qui sont réellement actives. Et c'est une cohorte qui est ouverte, c'est-à-dire que quand on est atteinte d'endométriose et ou d'adénomiose et qu'on est majeur, on peut participer à ce grand projet de recherche pour essayer de nous permettre de mieux comprendre la maladie. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site compare.php.fr. Et donc ce qui est vraiment super aussi, c'est que grâce à l'EndoRun, tous les ans, la course peut financer à la fois la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, mais aussi en partie des projets sur la cohorte Compare endométriose. Donc finalement, participer à l'EndoRun, c'est vraiment financer la recherche, y compris la recherche qu'on fait sur Compare.
Et juste quand même pour donner, ça représente à peu près quoi? Parce qu'il faut remplir des questionnaires quand on s'inscrit dans la cohorte. C'est à peu près combien de fois par an et qu'est-ce que ça représente pour éventuellement des femmes qui voudraient s'inscrire? Alors on estime que ça prend environ une demi-heure par mois. On a des questionnaires généraux à remplir, voilà, des échelles d'anxiété-dépression par exemple, des échelles de qualité de vie, des informations sur la qualité du sommeil, l'activité physique, etc. Et puis des informations aussi spécifiques à la maladie. Et voilà, on estime que ça prend à peu près une demi-heure par mois. Super, merci Marina. Merci beaucoup.